Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence, de cette présentation, débat autour du livre, donc vous l'avez compris, L'extrême droite, la résistible ascension. Pour en parler ce soir, je vous demande d'applaudir chaleureusement Vincent Berthelier, maître de conférence en littérature et auteur du chapitre « L'extrême droite est-elle stylée ?» Merci à lui d'être venu de si loin. Et bien sûr, on ne le présente plus, Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord. Depuis la date de parution, l'Institut La Boétie organise une tournée de présentation du livre partout en France qui associe à chaque fois une contributrice ou contributeur du livre ainsi qu'une figure du mouvement insoumis. Ce travail de diffusion s'inscrit dans une volonté de réarmer intellectuellement et politiquement notre camp face à une menace qui progresse. 80 rencontres ont déjà eu lieu ou sont prévues dans les prochaines semaines. Même si la lutte contre l'extrême droite est essentielle partout, elle prend une dimension particulière à Calais, mais aussi dans le département. Son score bat des records, avec 53% au premier tour des législatives de 2024 dans le Calaisis, ainsi que 10 députés RN sur 12 élus l'année dernière dans le Pas-de-Calais. À Calais, Natacha Bouchard déclare s'ériger en barrage contre cette montée. Pourtant, en poste depuis 17 ans, l'extrême droite n'a fait que progresser pendant cette période. Elle n'a tout simplement pas réussi, pas su redonner espoir au milieu populaire de Calais qui s'enfonçait toujours plus dans la précarité en privilégiant les quartiers les plus privilégiés. Pire, elle chasse constamment sur les terres du RN en appliquant leurs pires méthodes concernant les exilés comme le blocage d'accès aux douches et points d'eau ou plus récemment la mise en place de rochers comme solution inhumaine contre l'installation d'abris de fortune. Nous le disons depuis toujours, on ne combat pas l'extrême droite en appliquant son programme. C'est pourquoi notre responsabilité est immense. La France insoumise, avec la gauche, sommes les seuls en capacité de redonner espoir aux Français et vaincre la montée du fascisme par un programme clair de rupture qui permettra à toutes et tous de vivre mieux. Oui, cette ascension est résistible car nous sommes la résistance. Je te laisse la parole, Vincent, le micro là, ou comme tu veux. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc merci déjà à Jean-Philippe ici présent et aux autres organisateurs et organisatrices de cette soirée qui nous donnent l'occasion de présenter l'ouvrage de l'Institut La Boétie. Alors peut-être je vais commencer par dire quelques mots sur ce que c'est que l'Institut La Boétie. Donc l'Institut en fait c'est, alors on pourrait le présenter comme ce qu'on appelle communément un think tank. C'est-à-dire ces associations, institutions qui sont là pour produire des idées, produire des expertises, etc. En soi, donc la Boétie, c'est le think tank de la France insoumise. Ça a un intérêt pour produire des analyses et mettre les compétences intellectuelles de divers experts, universitaires, chercheurs au service de nos idées, de nos valeurs, de nos combats. Mais c'est pas uniquement ça. Alors, l'Institut La Boétie, déjà, et c'est ce qui le différencie d'un think tank normal, c'est un lieu de formation. Donc, en fait, c'est à côté disons, des conférences qu'on peut faire, des rencontres, des colloques, par exemple, le colloque qui a donné lieu à cet ouvrage, c'est un centre de formation pour des militants de la France insoumise qui seront appelés ensuite à justement se consacrer de façon plus intense à leur vie politique et qui souhaitent donc qui ont besoin de se former théoriquement. Donc si je prends un exemple, en fait, je pense que ici il y a moi je suis un peu dans un groupe d'action, etc. Mais je pense que dans la salle vous êtes beaucoup à militer de façon déjà depuis beaucoup plus longtemps que moi
à être extrêmement investi dans des associations, dans des groupes d'action, etc. Mais peut-être que de temps en temps, outre la lutte au quotidien, vous sentez le besoin de vous former sur tel point, que ce soit sur des questions économiques, géopolitiques, culturelles. Et pour ce genre de formation, c'est justement à ça que sert l'Institut La Boétie, c'est-à-dire de mettre en contact des militants avec des gens dont c'est la spécialité, qui sont pas là donc pour donner des leçons, qui sont simplement là pour partager le savoir qu'ils ont contribué à élaborer. Et c'est ce que moi-même je fais modestement avec ma petite spécialité qui est la littérature. Et donc, et en fait, il y a déjà eu une ou plusieurs promotions de militants qui sont passés par les écoles de l'Institut La Boétie et qui donc voilà sont amenés à devenir des militants de choc pour la France insoumise à l'avenir, et on peut s'en réjouir. L'autre aspect de l'Institut La Boétie, donc c'est pas juste ça n'a pas juste une fonction de formation politique et théorique des militants. Je pense que c'est aussi important de le dire. C'est sans doute un lieu de politisation des intellectuels. C'est-à-dire, je suis assez bien placé pour le savoir, dans mon entourage de chercheurs, universitaires, etc., il y a beaucoup de gens qui ont un peu tendance à militer dans leur tête et à rester dans leur coin. Donc ils ont des analyses vraiment extrêmement fines sur tout un tas de questions et de sujets. Ils ont des principes toujours très purs. Mais quand il s'agit de se salir les mains un peu dans l'action politique, là, il y a tout de suite plus grand monde. Et on se retrouve avec des collègues qui parlent beaucoup de politique et qui en font finalement assez peu. Et donc c'est aussi une des fonctions qui, à mon avis, n'est pas négligeable de l'Institut La Boétie, de rassembler les forces intellectuelles pour les embrayer vraiment sur des luttes concrètes. Et pour ça, à mon avis, c'est très précieux. Alors, cet ouvrage, donc c'est le premier ouvrage de l'Institut La Boétie. Il y en a déjà un autre qui est sorti, qui est, je pense, disponible au Point Librairie ici même, l'ouvrage de Cédric Durand dirigé par Cédric Durand sur le numérique. Celui sur l'extrême droite, évidemment, c'est un sujet qui nous touche tous et même, je dirais, nous angoisse, peut parfois avoir une dimension un peu paralysante. C'est-à-dire, on se demande comment lutter contre ce phénomène de fascisation de la société qui gagne en plus tous les secteurs. Le secteur, disons pour sa dimension électorale bien sûr, mais aussi on voit que l'extrême droite progresse dans les institutions, dans la police, dans les médias, arrive à convaincre les secteurs financiers, etc., etc. Donc ce livre déjà propose des clés d'analyse, chiffres à l'appui, études approfondies en main par des sociologues, des historiens, voilà. Donc ça offre des clés de compréhension du phénomène, et puis ça donne aussi les moyens, disons qui sont des moyens rigoureux, rationnels, de savoir pourquoi on combat et pourquoi on combat sur nos positions. Comme tu l'as rappelé, une des conclusions de ce livre, une des conclusions fondées, c'est une analyse de l'évolution de l'électorat du Front National, Rassemblement National, de l'évolution des blocs électoraux, et qui aboutit à un certain nombre de choses qu'on sait parfois de façon diffuse ou dont on est convaincu sans pouvoir toujours réussir à le prouver, à savoir que ça ne sert à rien de faire des compromis sur nos idées et nos valeurs. En fait, quand on fait ça, ça mène juste à un échec politique et on le constate dès qu'on l'observe de façon un peu scientifique aussi. En fait, le livre revient sur un faux discours qu'on a énormément entendu dans les médias sur le discours social du Front National et du Rassemblement National. Ici, on le voit, que ce soit du point de vue de sa composition électorale, du point de vue de son programme, du point de vue de son histoire, l'extrême droite n'a jamais eu quoi que ce soit de social et a toujours été en fait le fer de lance, l'avant-garde des politiques néolibérales
austéritaires, des politiques de casse sociale. Et là-dessus, ça permet aussi de rompre avec une espèce de, aussi bien de mauvaise conscience de gauche qu'avec cette espèce de discours qu'on a beaucoup entendu ces 10 dernières années, qui a reflué quelque peu depuis 2022, heureusement, mais selon lequel le Front National aurait remplacé le Parti communiste que ce serait le nouveau Parti ouvrier, etc. En fait, le vote du Rassemblement national est en partie a obtenu un soutien ouvrier, mais qui est bien particulier, qui est racialement caractérisé. Parce qu'il mène une politique de division raciale, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on connaît, mais que le livre permet de rappeler avec toute la rigueur qui est nécessaire, et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc c'est un livre qui est à l'appui de notre programme, à l'appui de la manière dont on oriente nos luttes et dont on oriente aussi nos alliances politiques, les choix de discours que l'on fait. Et donc ça, c'est le sens de ce genre de travaux. Alors, pour le contenu de l'ouvrage, je voudrais aussi signaler quelque chose. Donc, bon, moi, je me suis un peu et très modestement investi dans des groupes d'action. On peut pas dire que je sois un militant France Insoumise de longue date, même si je vote depuis longtemps pour la France Insoumise. Et en fait, dans les contributeurs de cet ouvrage, donc les contributeurs ont tous participé à un colloque qui portait le même nom. Et ceux qui avaient participé, c'était pour certains des chercheurs et pour d'autres, ce qu'on pourrait appeler des cadres de la France Insoumise. Le choix qui a été fait pour la publication du livre, ça a été de garder uniquement les chercheurs et de mettre de côté les interventions qui pourtant étaient parfois extrêmement intéressantes, rigoureuses, etc., des cadres. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on peut entendre, l'Institut La Boétie, c'est aussi un lieu de libre discussion. Donc personnellement, moi, quand j'ai fait ma contribution, on m'a pas donné d'instruction en avance, et je pense que ça n'a été le cas pour aucun des contributeurs. C'est un lieu de libre discussion puisque précisément le savoir il est efficace quand il s'exerce et quand il s'élabore librement. Et donc ça a été un choix, et qui à mon avis est un choix très judicieux, de laisser la parole d'abord à des gens qui ne sont pas directement les militants impliqués dans les structures de la France Insoumise, mais qui ont l'essentiel de leur activité intellectuelle en dehors de la sphère militante. Cela étant dit, le livre, donc, c'est une petite partie des contributions à ce colloque, et qui s'efforce aussi de présenter ses contributions de façon autant que possible claire, optimiste, etc. Mais si vous ne vous sentez pas de lire tout le livre, vous pouvez aussi consulter en ligne les enregistrements du colloque, les nombreuses autres contributions qui ont été faites, dont certaines sont absolument passionnantes, éclairantes, etc. Et aussi, vous aurez accès, puisque là, le discours qui se trouve dans le livre est un peu unifié pour lui donner davantage d'efficacité politique, mais vous avez accès en ligne aussi à toutes les discussions et donc à la vie scientifique telle qu'elle se fait, avec des débats contradictoires, etc. Et tout ça, ça peut être très appréciable. Alors, je vais vous dire maintenant que j'ai présenté le livre, peut-être quelques mots sur ma propre contribution à cet ouvrage. Alors, c'est une contribution que moi, je tiens souvent à rappeler le fait qu'elle soit très modeste, puisqu'elle porte sur la sphère culturelle, et puis même sur un domaine un peu spécifique de la sphère culturelle, qui est la littérature. Donc moi, je suis prof de lettres. Et en fait, ce que je présente dans cet ouvrage, c'est un travail que j'avais fait en doctorat, qui en fait avait commencé de la manière suivante, c'est que en m'intéressant un peu à la littérature de droite et même plus spécifiquement
d'extrême droite, je croisais souvent une espèce d'idée reçue en fait, qui était assez répandue parmi les collègues, dans la presse littéraire, etc., selon laquelle là, il y avait une espèce de rapport particulier, de rapport privilégié entre l'extrême droite et la littérature. Il y avait cette idée qui circulait selon laquelle les écrivains de droite étaient les meilleurs écrivains, les plus sulfureux, mais du coup les plus intéressants, les plus et ceux qui pouvaient aussi avoir le style, la manière d'écrire la plus singulière, individuelle, originale. Et donc j'ai décidé de creuser un peu cette idée, de voir ce qu'il y avait derrière. Et donc en fait, une des figures que je pense pas mal d'entre vous connaissent si vous êtes un peu amateur de littérature, qui vient illustrer cette idée, c'est celle de Louis-Ferdinand Céline, l'auteur de Voyage au bout de la nuit, qui, il est vrai, alors est connu pour avoir un style très singulier, un peu argotique, oralisé, etc., qui est très, très marquant. Et qui est connu aussi par ailleurs pour avoir écrit d'affreux pamphlets antisémites, anticommunistes, racistes en général, pro-hitlériens dans les années 30-40, et qui donc incarne cette double figure d'écrivain fasciste et d'écrivain en même temps littérairement tout à fait révolutionnaire. Et en fait, donc en faisant un peu l'histoire de cette idée, de cette idée reçue, je me suis rendu compte que, en fait, à part Céline, il n'y avait pas grand-chose en fait pour justifier cette idée-là et pour l'illustrer, et que c'était plutôt l'exception que la règle. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette idée selon laquelle dans la droite littéraire, ce qu'on mettait en avant, c'était plutôt le style, justement, le style individuel, le panache, l'extravagance, la désinvolture, etc. Alors que les écrivains de gauche, ce seraient des écrivains engagés et puis un peu lourds, qui ramènent tout à leurs idées, qui ramènent tout à la politique, etc. En fait, cette idée-là, elle n'est pas intemporelle. Elle a une histoire bien précise et un moment de naissance qui est, curieusement, les années 50, début des années 50. Pourquoi ? Parce que, en fait, à ce moment-là, on sort de la Seconde Guerre mondiale, on sort aussi de l'occupation allemande, de l'occupation nazie. Et en fait, les écrivains de droite de cette époque, il y en a pas mal, et Céline n'est pas le seul pour le coup, qui ont collaboré avec les Allemands et qui cherchent un peu à le faire oublier. Donc en fait, si on regarde ce que fait l'extrême droite littéraire au tout début du XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, généralement, ils n'hésitent pas à faire de la politique et à le dire haut et fort et à dire que la littérature, ça leur sert avant tout à défendre des idées politiques et réactionnaires et monarchistes, etc. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, tout leur truc, c'est de dire non, les idées, ça n'est pas important. Ce qui est important dans notre œuvre, c'est le style, la manière d'écrire, la construction de nos romans, notre talent pour raconter des histoires, etc. Et les idées, c'est un aspect tout à fait contingent. Et évidemment, en fait, tout ça, ça appartient à une stratégie qui est une stratégie de réhabilitation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que après-guerre, l'extrême droite, elle est discréditée par sa collaboration avec les nazis. Et donc, en fait, sur divers plans, sur des plans politiques, mais aussi sur le plan culturel, l'extrême droite a cherché à revenir sur le devant de la scène. Et les écrivains d'extrême droite ont cherché aussi à le faire. En forgeant donc ce discours selon lequel, chez eux, le style était plus intéressant que chez les écrivains de gauche, et le style primait sur l'expression des idées. Et en fait, cette idée, elle a continué à circuler jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire que les écrivains changent, leurs amitiés changent, leurs idées changent plus ou moins,
plutôt moins que plus. Mais ce discours persiste et il circule en fait, voilà, dans tout un tas de magazines. Alors il circule d'abord et avant tout chez leurs sympathisants, dans la presse de droite et d'extrême droite, dans le Figaro littéraire, dans Causeur, etc. Mais il circule aussi à l'université, chez des profs qui sont parfois tout à fait progressistes, mais qui sont traversés par ce genre de représentation et qui savent pas trop d'où elles viennent et qui ont du coup du mal à la questionner. Donc il s'agissait pour moi de revenir dessus aussi pour, disons, reconstruire une sorte de fierté, y compris de fierté littéraire de gauche, puisque après tout, en fait, quand on voit dans l'histoire de la littérature française au XXe siècle, en fait, ceux qui ont révolutionné la littérature française, c'est quand même largement des écrivains qui avaient plutôt des idées progressistes au sens large. Certains étaient sympathisants communistes, d'autres, républicains, libéraux, etc. Mais en tout cas, généralement, ce n'étaient pas les plus conservateurs ou réactionnaires qui cherchaient à changer les formes littéraires et à les transformer. Voilà. Bon, et donc voilà, j'ai voulu, ce que j'ai essayé de faire dans ce chapitre et aussi en fait dans le livre que j'ai consacré à la question là, qui est aussi disponible, mais vous ne sentez pas obligé de l'acheter, hein, je fais ma pub, mais voilà, c'était de revenir un peu sur cette idée reçue, de la défaire pour, disons, donner toute sa place à nos référence à nous, pas forcément pour dire qu'il faut lire que des livres de gauche, mais en tout cas pour arrêter de croire qu'il y a une sorte de monopole de la droite sur la littérature et sur la culture et sur la liberté d'esprit, la liberté de l'art en général. J'ai aussi voulu finir ce chapitre sur une note un peu différente. Pas seulement en revenant sur des écrivains français, mais en général en revenant sur, disons, la nécessité, quand on s'intéresse à la littérature, sur la nécessité, disons, d'une ouverture, ce que j'ai appelé une cosmopolitique de la littérature, c'est-à-dire d'une ouverture au monde via la littérature. C'est-à-dire que je pense que quand on est prof de lettres au collège, au lycée, à la fac, peu importe, quand on est libraire, quand on est dans ce rôle de transmettre des œuvres en général, je crois qu'on a évidemment la fonction de transmettre les œuvres du patrimoine national, mais aussi d'ouvrir au patrimoine international, justement dans une perspective antinationaliste qui accompagne en fait la dynamique des sociétés, qui est une dynamique d'internationalisation, alors de mondialisation, si on garde en tête qu'en fait le capitalisme mondialise, mais en même temps on fait s'affronter les peuples. Donc en fait nous, notre rôle, c'est aussi de pousser cette mondialisation jusqu'au bout, jusqu'à la vraie internationale, la fraternité entre les peuples, etc., et pas les conflits interimpérialistes. Et je crois que même si c'est modestement, en fait les productions littéraires, elles ont un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que on assiste en ce moment avec les dynamiques d'extrême droite à des discours qui sont déshumanisants foncièrement. On le voit avec la guerre, le génocide à Gaza. Ce génocide s'accompagne d'un discours animalisant porté à l'encontre des Palestiniens. Ce genre de discours, je crois qu'il est évidemment plus difficile de le tenir quand on connaît la richesse, tout particulièrement de la poésie palestinienne, qui a une très longue histoire, qui est une tradition extrêmement vive. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup de régions du monde, et que faire vivre la littérature des différentes aires mondiales, c'est une manière de, disons, entrevoir des rapports entre cultures, entre peuples, qui soient pacifiés, qui soient humanistes, et qui aussi ne s'en tiennent pas au constat de la qualité de la culture européenne, c'est-à-dire qui mène à une vraie entente entre les peuples de partout dans le monde, y compris avec ceux qu'on appelle ces pays du Sud global, et pas juste
à une défense de la démocratie européenne qui se porte pas si bien, mais qui mène donc à une véritable internationale. Je crois que je pourrais finir là-dessus, voilà, c'est un peu l'horizon vers lequel j'ai essayé d'ouvrir à la fin de ma propre contribution. Merci de votre attention, je passe la... Merci Jean-Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Remercier Vincent d'être là et de faire le travail qu'il fait avec tous ceux qui ont écrit ce livre, parce que moi je n'y ai pas participé évidemment, mais il est très intéressant et c'est, je trouve, aussi une contribution intéressante à lire pour les militantes et les militants, mais aussi pour tous ceux qui sont intéressés simplement par le sujet, parce qu'il est construit aussi de sorte à ce que si on a envie de lire un chapitre qui nous intéresse d'un côté, aller à la fin du bouquin, revenir au milieu, y revenir plus tard, c'est tout à fait possible et conçu comme ça. Ce qui fait qu'en plus c'est des contributions qui sont assez rapides à lire, en l'occurrence, et tout ça étant le fruit d'un travail scientifique. C'est quand même ça le point de départ et l'intérêt pour toute citoyenne, tout citoyen, de se dire que ce qu'on est en train de lire, même si c'est des extraits assez courts, sont appuyés évidemment sur des recherches beaucoup plus longues, beaucoup plus fournies et qui sont à notre disposition si on a envie de fouiller, de creuser, d'aller plus loin. Parce que c'est vrai que ce sentiment de se dire mais bon sang, d'élection en élection, l'extrême droite progresse, gagne du terrain. La dernière fois, ils ont fait 30%. Ce rouleau compresseur, comment on peut faire ? En plus, on nous explique à la télé qu'ils sont géniaux, qu'ils font que progresser, qu'ils sont en dynamique, qu'ils ont un jeune dynamique, un sacré Jordan qui est là sur les réseaux sociaux, que Marine, elle adore les chats. Enfin bref, tout ça est génial en fait. Et on se dit, mais nous, à gauche, comment on va faire ? On s'en prend plein la tête tous les jours. On est pointé du doigt. On se prend des bouquins pour expliquer qu'on est une secte. Alors une secte où finalement, visiblement, les intellectuels sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, rendez-vous compte. Bon. Donc c'est vrai que ce sentiment de se dire bon c'est foutu, il peut vite gagner les esprits déjà des militantes et des militants et puis plus largement de ceux qui devraient, seraient en tout cas a priori disposés à voter pour l'option politique que nous présentons. Il y a beaucoup de ça finalement dans le pays et à Calais particulièrement quand on regarde les scores électoraux. Moi j'y ai vécu à Calais étant plus jeune, j'ai fait mon lycée ici, c'était encore Jackie Hénin, il s'est moqué de moi et indirectement de mon papa, c'est vrai qu'il ressemble, enfin bref, il était confondu avec le maire à l'époque, ils ont un peu le même profil si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mon cas, voilà, mais j'ai vécu dans cette ville qui était à gauche, communiste qui plus est, et on se dit mais bon sang comment c'est possible aujourd'hui ? C'est pas le siècle dernier, hein, c'est il y a moins de 15 ans en réalité. Comment c'est possible qu'en une période si courte, le Rassemblement national arrive à faire 50% aux dernières élections européennes ? Et est-ce que c'est possible d'inverser la tendance ? Oui, moi j'ai la conviction profonde, et Jean-Philippe aussi j'espère, sinon on ne serait pas militant ici, on ne serait pas dans cette perspective de conquête du pouvoir, que ce soit local ou national. Mais ce livre offre les outils théoriques de se dire oui c'est possible, sur une bonne analyse de la situation. Parce que ce que je vois, alors c'est pas aussi simple que ça en réalité, mais ce que je vois c'est que 50% pour l'extrême droite à Calais aux dernières élections européennes. Et j'ai regardé par curiosité le résultat des élections municipales de 2008. De voir à combien de voix Jackie Hénin, père, et Madame Bouchard gagnent. Ça se joue autour de 14 000 voix. Okay ? Si je file le total de la gauche, de ce qui reste de la gauche à Calais aux dernières européennes, on est autour de 4 000, 4 500 voix. Donc il y a 10 000 voix qui ne sont plus là. Alors certains diraient oui, ils sont partis à l'extrême droite, oui sans doute quelques-uns, mais l'analyse sociologique des dynamiques électorales nous montre que c'est pas ça qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est pas un effet de vase communicant assez simpliste de gens qui votaient Parti communiste et qui maintenant votent Rassemblement national. Par contre, ce que je vois, c'est qu'aux dernières européennes, il y a 9 000 votants de moins qu'aux municipales de 2008.
Si vous rajoutez ces 9000 votants-là à la gauche, ça y est, on revient à un étillage qui est potentiel et possible d'atteindre dans une dynamique de conquête électorale. Parce que, évidemment, toutes les études ont montré que les gens qui votaient à gauche avant sont majoritairement passés à l'abstention. Dégoûtés de la politique, dégoûtés de ce que ça impliquait, des promesses qui ont été faites, non tenues, etc. Vous l'avez vous-même entendu. Certains ont fini par basculer à l'extrême droite parce que la dynamique de l'extrême droite, vous connaissez cette formule, de la force va à la force, se sont dit c'est par là qu'il faut aller, y compris pour protéger en partie mes acquis, pour me protéger, pour avoir une certaine forme de sécurité matérielle, sécurité de l'emploi, sécurité au sens large. Donc on voit bien ici qu'on a les ingrédients de aussi une gauche qui a renoncé à être de gauche, dans une certaine mesure. À renoncer à se dire finalement on va pas trop parler des migrants, de la question migratoire parce que vous comprenez c'est compliqué et puis ce qu'on entend autour de nous on va quand même pas défendre ces gens-là vu que l'extrême droite monte, il vaut mieux parler d'autres sujets et ne pas affronter le sujet auquel on est confronté dans la ville. Et à la fin, vous finissez par perdre sur les deux tableaux. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'il faut garder des idées de gauche, de valeurs, etc., se détournent de vous parce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils racontent cela et vous n'obtenez pas, vous ne récupérez pas les voix de gens qui sont partis à l'extrême droite, qui pourraient se dire tout d'un coup ça y est, ils parlent plus des migrants, je peux revoter pour eux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est expliqué dans le livre bien mieux que ce que je suis, en tout cas bien plus en profondeur et précisément que je suis en train de vous le faire là. Mais se dire que ce n'est pas comme ça qu'on affronte les enjeux électoraux en la matière. Et puis pour avoir vécu aussi l'époque ancienne de la mairie communiste, quand vous avez une mairie communiste qui commence à mettre en place le paiement, les primes au mérite dans sa mairie, qui commence à mettre en place le stationnement payant dans sa ville, qui sont des politiques qui ne sont pas marquées sur l'échiquier politique du côté du communisme a priori, de ce que j'en sais, en tout cas d'aujourd'hui j'en suis à peu près sûr, vous voyez comment aussi d'avoir voulu jouer sur d'autres tableaux en pensant élargir sa base électorale, finalement a emporté la direction, la majorité communiste de la ville pour la délivrer entre les mains de la droite et qui maintenant la conserve. Main de la droite qui la conserve parce que vous avez, et c'est aussi très bien expliqué dans le livre, parce qu'il y a tout un appareil idéologique et médiatique national qui roule pour elle. Je veux dire, quand elle met ces gros cailloux anti-migrants, elle a avec elle les médias mainstream, le gouvernement, tout le monde qui dit oui, c'est vrai que c'est insupportable, elle a raison de le faire. Et finalement, ceux qui vont s'indigner de cette situation sont marginalisés sur le champ médiatique et sur le champ politique. Est-ce que pour autant il faut changer d'avis ? Je vous redis, non. Il faut continuer de se battre et défendre, évidemment, ce pourquoi nous sommes militantes et militants, convictions profondes, humanistes, pour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour dire qu'il y a des droits naturels, imprescriptibles de chaque être humain, où qu'il soit sur le globe, et que jamais nous ne changerons d'avis en la matière. C'est notre honneur de gens de gauche, d'héritiers de la glorieuse et grande Révolution française, et de ce qui reste un peu de notre bloc de constitutionnalité. Donc vous avez ici toutes les clés. Je ne dis pas que c'est aussi mécanique, et nous ne disons pas, et personne ne dit dans le livre que c'est mécanique, il suffit de dire des vrais trucs de gauche comme ça c'était avant, pour que demain on retrouve les 9000 voix que nous avons perdues en chemin, la gauche au sens large, sur ces 15 dernières années. Mais ce qu'on voit, c'est que partout où il y a un travail militant, patient, minutieux, sur la base d'un programme de conviction qui ne dévie pas et qui reste fidèle aux principales caractéristiques de l'humanisme et des grands principes qui animent la gauche, partout, dans ces conditions-là, on progresse. Et c'est ça la situation qui est remarquable. Je remarquais aussi, par exemple, qu'à Hénin-Beaumont, alors certes, ils font le Rassemblement national des scores encore plus importants que ceux à Calais aux dernières européennes, n'empêche que c'est la France insoumise qui est maintenant la première organisation politique de gauche à Hénin-Beaumont.
assez significativement devant les socialistes qui ont pourtant dirigé la ville pendant des années avant de la refiler au Rassemblement national, et très très loin devant Europe Écologie Les Verts, alors qu'ils ont leur dirigeante nationale qui est sur place. Donc ça veut bien dire que c'est pénible et c'est long et il faut être patient. Et sans doute que le Pas-de-Calais et cette terre qui basculera dans les dernières, j'en sais rien, mais en tout cas, il est significatif que quand le travail militant il est fait, consciencieux et minutieux, quand la boussole politique est claire, quand l'analyse scientifique, y compris de la situation, est claire, on arrive à être à nouveau en conquête. Il y a tout aussi un passage sur effectivement cette idée qui est valorisée, de dire ah oui mais vous comprenez en fait il y aurait des milieux populaires dans les campagnes qui ne seraient pas racisés et qui ne seraient pas d'accord avec le discours que pourrait avoir la France insoumise sur les violences policières, sur la question migratoire, parce que ça leur parle pas, parce que même ils sont pas d'accord avec ça et qu'il vaut mieux mettre ces questions-là au second plan et ne parler exclusivement quasiment de la question sociale qui leur parle, de l'augmentation des salaires, de la retraite, du service public local, comme étant un moyen de faire retourner cet électorat, de le reprendre à l'extrême droite ou même le sortir en partie de l'abstention pour le mobiliser vers la France insoumise, ou en tout cas l'Union populaire ou le bloc populaire pour parler en termes de bloc. Il se trouve qu'il y a en ce moment des sondages d'opinion qui sortent en vue des prochaines présidentielles. Et quand on regarde par exemple les intentions de vote, quand le collègue François Ruffin est testé, qui partage, enfin qui porte cette option et cette orientation politique, force est de constater qu'il ne décolle pas dans les sondages. Ça, c'est un premier point, même quand il est testé comme candidat unique de toute la gauche hors France Insoumise, puisqu'il y a eu des sondages qui ont testé cette option récemment. Et quand on regarde dans le détail des catégories socio-professionnelles dans les répondants aux sondages en question, en fait, ceux qu'il dit vouloir viser, c'est-à-dire les gens du milieu rural ou périurbain, assez déclassés, faible niveau de diplôme, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui votent Rassemblement National, il réalise des intentions de vote extrêmement faibles en fait dans ces segments-là de la société, là où il réalise ses meilleurs scores, enfin ses meilleures intentions de vote, on va dire ça dans les sondages, ce sont en fait dans les milieux urbains, classe supérieure, intellectuelle, qui n'ont rien à voir avec le discours qu'il porte. Donc si les choses étaient aussi simples que le disent un certain nombre de camarades, ça devrait se vérifier. Ça devrait se vérifier, que ce soit dans les intentions de vote ou électoralement. Voilà, il y a d'autres personnalités. Je pense à Fabien Roussel, par exemple, qui ont porté un discours encore plus offensif là-dessus, en allant sur CNews, sur voilà, en assumant d'aller sur des sujets qui ne sont pas les sujets de la gauche traditionnelle et encore moins du communisme, en vue de parler à cet électorat-là, en tout cas, supposé. Il a perdu dans sa circonscription les dernières élections législatives, alors qu'il s'est bien démarqué de la France insoumise. Il y avait aucun espèce de doute sur le sujet. Je crois que tout le monde l'avait bien compris à la télé, dans le pays tout entier, y compris dans sa circonscription, et ça n'a pas payé électoralement. Bon. Donc c'est important de se dire ça, parce qu'on pourrait se dire finalement ouais, peut-être qu'on est en train de se planter, peut-être qu'on fait n'importe quoi, peut-être qu'on n'a pas la bonne stratégie. Bon. Et pourtant, quand on regarde les derniers résultats électoraux de la dernière présidentielle, en l'occurrence, il a manqué cette fois-ci 400 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour accéder au deuxième tour. Et on sait que ces 400 000 voix, elles existaient tout simplement non pas en allant chasser sur les terres de l'extrême droite ou sur l'électorat de l'extrême droite populaire dont on aimerait se réapproprier. Ces 400 000 voix, elles existaient sur les autres candidats de gauche, hein, et largement. Fabien Roussel en a fait un peu plus que ces 400 000 là. Mais il y avait aussi les Verts, les socialistes, qui ont fait aussi évidemment des résultats électoraux qui, mis ensemble, permettaient tout à fait d'aller au deuxième tour. Et ensuite, la question du deuxième tour, elle se pose très concrètement dans la capacité à surmobiliser entre le premier et le deuxième tour dans le pays des segments de la société qui sont les abstentionnistes. Parce que ce que nous répète et nous rabâche le livre, et il faut en avoir bien conscience, c'est que le premier vote chez les ouvrières et les ouvriers, c'est pas le Rassemblement national. C'est pas nous non plus.
c'est l'abstention. Et on en revient à ce que je vous disais au départ, y compris sur la situation calaisienne, de tout un tas de gens dégoûtés de la politique, qui ne croient plus en la politique et qui exècrent ça et qui sont dans des stratégies de défense à court-termiste, individuelles, de survie, parce que dans la précarité, dans la difficulté, etc. Bon. Et donc c'est important de bien savoir ça, parce que on sait que électoralement, derrière parlant, nous, on est dans une stratégie électorale, on est un mouvement politique qui présente des candidats et des candidates aux élections, qui a pour intention de gagner, de gouverner des villes, de gouverner des départements, des régions, de gouverner le pays. La question est pour nous de savoir quelle est la stratégie du coup à mettre en œuvre en face de ce constat politique. Et on l'a dit, les segments de la société qui aujourd'hui sont les plus sous-mobilisés et qui, quand ils se mobilisent, votent davantage pour nous, c'est la jeunesse et les gens qui sont qui font partie du bloc populaire. Ils sont très nombreux et très rassemblés géographiquement dans les quartiers populaires, dans les villes, mais ils existent aussi en milieu périurbain et en milieu rural, et ils attendent d'être portés par un discours politique et surtout par un contact politique. Quand je dis contact, je parle de contact humain, concret, physique, réel, tangible, parce qu'on voit que là où on engendre des résultats électoraux positifs en milieu rural, c'est parce que les camarades ont réussi à obtenir un maillage territorial, un maillage militant supérieur à d'autres endroits. On avait notre collègue, par exemple, Catherine Couturier, qui était députée de la Creuse, qui était un bon exemple, parce qu'il n'y a qu'un seul député en Creuse, vu le nombre d'habitants sur place. Donc c'est que rural, hein, globalement, la Creuse, hein, je crois, sans trop me tromper. Il y a quelques petites villes ici ou là, mais globalement c'est la ruralité. On avait une députée insoumise qui a perdu d'ailleurs la fois dernière parce que la mobilisation dans le cadre du nouveau Front Populaire fait qu'avec nos alliés n'a pas été suffisante, parce qu'ils n'ont pas participé activement à sa réélection dans des stratégies locales assez opportunistes, et puis surtout que, à l'inverse de nous, le Rassemblement national a aussi encore une partie de réserve de voix électorale chez les abstentionnistes, et que la campagne qui a été faite pour eux par Emmanuel Macron, mais aussi par les médias mainstream, leur a permis de surmobiliser chez les abstentionnistes bien plus rapidement que nous dans ces secteurs géographiques, dans ces segments de la société. Donc on est bien dans cette course de vitesse, très clairement, entre l'extrême droite et nous, et ça se finira entre eux et nous. Je terminerai, pour pas être trop long et qu'on puisse échanger ensemble, sur pourquoi on peut avoir la certitude que ça se finira entre eux et nous. Déjà parce que nous sommes en dynamique électorale. Nous avons montré les résultats électoraux que nous étions en capacité de faire aux dernières élections présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon, plus de 22%, la capacité à quasiment être au deuxième tour, le fait qu'on ait été le cœur, je rappelle, le socle de la stratégie du nouveau Front Populaire et de cet accord électoral qui a certes été balayé par nos partenaires première minute de jeu, mais n'empêche, c'est nous qui l'avons mis sur la table, qui nous l'avons forgé et qui nous l'avons porté politiquement, et qui a mis en échec 100% des sondages d'opinion qui donnaient le Rassemblement national avec une majorité relative au deuxième tour des élections législatives. Je rappelle, 100% des sondages d'opinion ont été démentis par notre stratégie, par les objectifs politiques qu'on a fixés. Alors on a payé le prix dans l'intervalle. Je veux dire, on a fait élire François Hollande, donc ça va. On voit à peu près quel prix on a payé. Entre autres, il n'y avait pas que lui, mais on l'a fait parce que on pensait que c'était évidemment la meilleure façon de mettre en échec la stratégie du Rassemblement national, qui était d'ailleurs la même que celle d'Emmanuel Macron. Et j'en viens au fait, c'est que le bloc libéral s'effondre. Va s'effondrer mécaniquement, parce qu'il repose sur un socle sociologique, une base sociale qui est numériquement extrêmement faible. Les gagnants de la mondialisation ou du système néolibéral en France en 2025 ne représentent pas 50% de la société. Ils représentent même pas 25% de la société, ils représentent moins que ça. Donc ils ont besoin, pour aller au-delà de leur bloc, de mobiliser d'autres segments de la société et sur des manières qui leur sont propres.
souvent, notamment pour ceux dans les classes populaires qui seraient tentés de voter pour le bloc central, le bloc libéral, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, ceux-là, ils vont essayer de leur vendre de la résignation. Finalement, il n'y a pas d'autre solution. Ça sera pire si on n'est pas en responsabilité. Si on ne fait pas les politiques d'austérité, ce sera encore pire pour vous. Donc, par la peur du lendemain. Mais surtout, en réalité, par une stratégie assumée, de reprendre la stratégie transclasse du bloc d'extrême droite, qui est de reprendre les thématiques xénophobes et racistes sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'ordre et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui un bloc libéral, central, qui tient grâce à un tandem Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, qui assume très clairement de mettre en œuvre des discours, des pans entiers du programme du Rassemblement national. Je ne peux pas le dire différemment puisque c'est le cas. Un type qui vous explique que l'état de droit c'est pas GG, qu'on pourrait s'en passer, que c'est pas très utile. Qui vous explique que quand même, avec son slogan l'ordre, 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 et que l'objectif c'est quand même que il faut dompter une partie de la population qui serait suspectée de régresser vers ses origines ethniques. Je veux dire, si je vous avais pas dit que c'était Bruno Retailleau qui disait ça, on aurait pu dire que c'était quelqu'un du Rassemblement national sans trop se tromper en fait, en réalité. Et ce sont aussi d'ailleurs, et c'est ça qui est assez flippant quand on l'analyse dans le détail, il met en avant les caractéristiques, une des caractéristiques centrales de l'idéologie et de la pensée fasciste, qui est de dire qu'il y aurait une société et des intérêts de la société à défendre vis-à-vis d'une partie de la population, et qu'il y aurait des intérêts supérieurs de la nation ou de la patrie qui seraient contraires aux intérêts individuels. En disant, et il l'assume, de dire à un moment donné, les droits individuels, on est allé très très loin dans les droits individuels reconnus à chaque personne, notamment avec cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Maintenant, il faut préserver les droits de la société, en tant que telle, de la société française. Rêver comme quelque chose des racines profondes de la France. Enfin, vous connaissez tout ce charabia d'extrême droite conservateur. Et si Bruno Retailleau est là, et si Gérald Darmanin est là, puisqu'il joue à peu près sur le même registre, alors avec chacun dans leur style finalement, mais c'est le même registre, c'est parce qu'ils remplissent cette fonction de faire en sorte que le système libéral de domination capitaliste puisse perdurer en ayant une base électorale pour qui ces sujets-là vont être prédominants ou vont être dominants. Et tout ça aidé par, évidemment, un appareil médiatique. CNews en est l'exemple le plus évident, mais il n'y a pas que CNews. Quand je dis c'est l'exemple évident, si vous regardez LCI, BFM, etc., ils sont largement contaminés, on va dire ça, par ces poncifs, par ces idées reçues d'extrême droite qui maintenant dominent le champ médiatique. Sauf qu'à la fin, on voit bien que électoralement, même s'ils arrivent à tenir, même si Emmanuel Macron a réussi à tenir, notamment par le vote des personnes les plus âgées dans le pays et qui sont les plus conservatrices par construction et qui ont sans doute peut-être le taux d'exposition le plus élevé à la télé, ça ne tient qu'à temps. Ça ne tient qu'à temps, et ça n'a tenu qu'un temps. Justement, aux dernières élections européennes, la démonstration a été faite que c'est le Rassemblement national qui, à la fin, récolte les fruits de la politique xénophobe, raciste, discriminatoire, violente d'Emmanuel Macron, de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin. Donc tout pousse à croire que effectivement le Rassemblement national ne va pas être en décélération ou en décrue ou en décomposition ou en recul. Même ceux qui penseraient que la condamnation de Marine Le Pen, son inéligibilité, sera soit un moyen de les faire reculer, se trompent, parce que la dynamique électorale est ainsi poussée, et les moteurs du passage, du déterminant du vote sont là pour Marine Le Pen, et seront là pour Jordan Bardella, pour n'importe quel autre avatar de l'extrême droite et du fascisme derrière. Donc, cette dynamique-là est enclenchée. La question, c'est comment nous, évidemment, on met en place la dynamique en face pour résister à ça, la résistible ascension de l'extrême droite, et pour être en conquête, évidemment, puisque si ça se joue entre eux et nous, ça veut dire que si c'est pas eux qui gagnent, c'est nous qui gagnerons.
Et c'est bien ça l'objet de la bataille politique dans laquelle nous sommes, et la nécessité que chacune et chacun s'accapare le livre, les constats qui sont posés pour avoir la lucidité dans l'action dont nous avons besoin, de savoir où on va, de savoir dans quelle direction et de quelle manière nous y allons. Évidemment, au milieu de tout ça, on a pensé, et on continue de le penser dans une certaine mesure, que le chemin le plus court serait que la gauche, sous toutes ses variantes, y compris sur ses variantes les moins... comment je vais dire ça, les plus libérales, on va dire ça comme ça pour être sympa, que ce soit le chemin le plus efficace, le plus court et le plus rapide pour pouvoir diriger le pays dans un cadre où un programme de rupture prédomine au sein de ce bloc populaire et de ce bloc de gauche. Mais s'il faut en passer par un autre chemin sans un certain nombre de partenaires, parce que la question du programme de rupture n'est pas négociable, alors c'est aussi le chemin que nous devons prendre soigneusement. Et je pense que il y a trop à perdre à aller se perdre justement dans des compromis qui seraient du coup vécus comme des compromissions par une partie de l'électorat du bloc populaire que nous avons mis du temps à consolider, à forger, auquel redonner du courage pour aller se perdre là-dedans. Et donc je pense qu'il faut garder la force de la détermination de nos convictions, et ce bouquin y aide énormément. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà lu et acheté, à le faire, et si vous l'avez déjà lu et acheté, à le prêter, à le partager à d'autres qui pourraient le lire, et puis à discuter et en discuter ensuite ensemble à la fin de cette conférence. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et pour votre présence ce soir à Calais. Merci. Merci Hugo sur le côté un petit peu plus concret qui, je trouve, complète magnifiquement bien le littéraire d'un côté et le militant de l'autre. Je rajoute que sur le livre, à la fin, vous avez toute une section qui a été écrite par Clémence Guettet et qui va vraiment dans le concret de, voilà, point par point, ce que selon les auteurs du livre, vers où il faut aller pour amplifier la lutte et pour contrecarrer les plans de l'extrême droite. Je pense que vous l'avez compris, on a voulu pour cette rencontre dédier une large part au débat, et donc c'est le moment des questions de la salle, de l'échange avec la salle. Donc l'idée, c'est de prendre une série de 2-3 questions et puis comme ça on échange avec les intervenants. Comme d'habitude, si vous pouvez essayer d'être relativement concis, je pense qu'on pourra tous parler sans aucun problème. Alors qui se lance le premier? Ben voilà, j'allais dire que le premier c'est toujours plus compliqué. Merci, merci beaucoup. J'ai 2 petites questions. Une question plus sur la littérature et une question plus militante. La question sur la littérature, pour penser un peu la fierté de la littérature de gauche, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y aurait quelque chose à travailler d'un point de vue presque militant dans les études littéraires sur la question des pratiques sociales de la littérature? Et je pense à tout ce qui existe même dans le département sur les ateliers d'écriture. C'est-à-dire que la littérature réactionnaire de droite, elle a valorisé beaucoup l'écrivain. On voit bien avec l'écrivain voyageur comme ce réactionnaire de Sylvain Tesson. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à travailler sur ça, même d'un point de vue militant, sur penser aux ateliers d'écriture, penser à l'écriture collective, populaire, et ça fait penser à des moments révolutionnaires comme 1848 où les ouvriers vont écrire des statuts, voilà. Retrouver un peu cette histoire sociale de la littérature qui passe pas que par l'auteur. Et la question militante, c'était, moi ce qui m'a étonné en militant un petit peu à Calais, c'est, et étonné en bien, c'est l'incroyable en fait énergie de cette ville au niveau militant. C'est-à-dire que c'est une ville, quand on commence à s'engager, on est fatigué quoi, tout de suite, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et en même temps, un décalage. C'est-à-dire un décalage entre, on voit bien la difficulté quand on est dans des partis ou des mouvements ou des assos, de faire aussi adhérer des gens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à gauche à creuser sur ce renoncement en fait de la posture hégémonique à gauche? Est-ce que la question c'est de trouver la bonne personne et le bon parti, ou est-ce que c'est de partir de ce qui se passe dans les villes moyennes comme Calais, qui ne sont pas des métropoles, qui ne sont pas des villes vraiment universitaires au sens comme Paris ou Lille, c'est-à-dire de faire avec ce qui existe, et faire avec ce qui existe, c'est aussi des militants qui viennent de différents horizons et qui sur des causes vraiment militent ensemble quoi. Merci. Prendre une deuxième intervention peut-être avant de répondre.
Oui. Oui. Moi, je voulais dire que, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que les résultats des dernières élections sont pour nous une opportunité pour démasquer le Rassemblement national. Parce que je m'en suis aperçu, c'est quand on a distribué un tract que vous pourrez trouver sur la table au fond, Macron dégage, sur les marchés. Alors on a déjà, à plusieurs reprises, on essaye de faire une distribution de tracts sur le marché de la ZUP tous les 15 jours, un dimanche sur deux, c'est le dimanche. Et bon, c'est vrai qu'on n'avait pas eu forcément succès. On avait des gens qui approuvaient nos tracts, d'autres qui les rejetaient parce que c'était la France Insoumise, parce que c'était Mélenchon. Quand on a distribué le tract Macron dégage, tout le monde le prenait avec enthousiasme. Et quelque part, bon, on s'est dit, oui, c'est formidable, mais en même temps, il y en a, ils sont peut-être du RN, etc. Donc, il faut qu'on précise les choses. Il y a des gens qui parlaient. Donc, les gens qui parlaient, on leur disait, bah oui, il faut qu'ils dégagent. Souvent, on nous disait, oui, mais on n'y arrivera jamais, il ne veut pas partir. Ou alors, oui, mais ça ne sert à rien. On disait, bah, s'il ne dégage pas, c'est parce que le Rassemblement national, il a refusé de censurer le gouvernement. C'est lui qui le soutient, c'est lui qui lui permet de rester. Et là, c'était intéressant parce qu'on avait y compris des gens qui nous disaient, j'ai voté Le Pen, qui disaient, ouais, vous avez raison, on se demande ce qu'ils font. Donc, je pense que les gens peuvent se rendre compte aujourd'hui de la réalité du Rassemblement national, du fait qu'ils ont permis, par le refus de la censure, et malheureusement aussi récemment le PS, à ce gouvernement de rester. Maintenant, le succès de ce tract, il est énorme. On colle les affiches, on vous en a mis une au fond, devant l'école Greuze. Il y a des parents qui nous regardent en train de coller les affiches, parce que ça fait plusieurs fois qu'on les colle à l'heure de la sortie des écoles, et qui disent « Ah, cette affiche-là, je l'adore, c'est ma préférée, etc. » On les colle sur les affiches de l'extrême droite. Donc je pense que ça tilte dans la tête des gens, et qu'on apparaît vraiment comme ceux qui sont opposés à Macron. Et je m'étais déjà rendu compte de ça, c'est en voyant le tract qui était distribué par le Rassemblement national sur le marché. Il disait qu'une chose, la plus forte force d'opposition à Macron. C'était la seule chose qu'ils disaient. C'est-à-dire qu'eux-mêmes savent que la seule chose qui leur permet d'avoir l'assentiment de la population, c'est de se présenter comme la seule force d'opposition ou comme la principale force d'opposition. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont voté pour Le Pen simplement parce qu'ils voulaient faire partir Macron, c'est tout. Et sans aller voir le programme, etc. Mais qu'on leur a présenté la télé et la radio comme étant la seule force susceptible de nous débarrasser de Macron. Et après, on s'est dit, bon, il faut quand même être sûr que les gens comprennent bien qui on est, etc. Donc, en plus de ce tract qui est bien sûr signé La France Insoumise, on a distribué l'autre tract on a distribué les deux en même temps, qui dit le Rassemblement national ment tout le temps. Il est aussi sur la table au fond, vous pouvez le voir, il est pas mal. Et donc, effectivement, on a eu parfois des rejets par rapport à ça, mais on a eu aussi beaucoup d'assentiments. Parce que les gens se rendent bien compte de ça. Donc maintenant, les choses sont parfaitement claires. On a été très bien accueillis. Et le jour où on a distribué les deux, d'ailleurs, il y avait des gens du Rassemblement national qui distribuaient un papier à côté de nous, enfin un peu plus loin. Quand ils ont vu ce qu'on distribuait, au bout de 10 minutes, ils sont partis. Bon, alors, on a de la chance à Calais, c'est pas des trop méchants. Et puis ils n'étaient pas en force surtout. On était trois, le gars, je crois qu'il était tout seul, ou ils étaient deux, un monsieur et une dame. Bon, ils n'ont pas insisté. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on mène cette bataille, parce que, et je me pose la question, est-ce que ces conditions, aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée, qui font qu'on peut faire la démonstration par les votes de ce qu'est le Rassemblement national, est-ce que c'est pas un boulevard qui s'ouvre à nous? Est-ce que c'est pas une opportunité extraordinaire? Moi, je pense que quelque part, oui, dans une ville comme Calais, ça me semble être quelque chose qu'on doit exploiter à fond, ce refus de la censure. Alors, je vais répondre à la question du camarade. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis tu as déjà apporté des éléments de réponse. Moi, je dirais qu'il y a deux dynamiques quand on transmet comme ça des œuvres, des productions littéraires qui nous tiennent à cœur et dans lesquelles on se reconnaît aussi. C'est d'une part, évidemment, c'est très important de se distancier de ce rapport complètement octorial, de cette obsession pour la figure de l'auteur. Quand on écoute Alain Finkielkraut ou Eugénie Bastier nous parler de littérature, le seul rapport à la littérature qu'il propose, c'est l'admiration.
C'est genre, il faut pas critiquer les œuvres, faut pas en parler sur un mode politique, etc. Il faut simplement les admirer, et se taire et les admirer, être voilà dans le rapport au grand génie créateur. Alors déjà, c'est complètement absurde quand on connaît l'histoire de la littérature, parce qu'en fait, l'histoire de la littérature, c'est des gens qui s'insultent, se crêpent le chignon et se renvoient des insultes tout à fait dégradantes à la figure. Donc en fait, c'est pas une histoire de pure admiration réciproque et de respect des grandes idoles, au contraire. Et donc il faut évidemment se détacher de ce rapport-là aux auteurs, aux grands auteurs, au panthéon immuable. Je pense qu'il y a deux manières de le faire. Alors il y a celle que tu as évoquée évidemment, hein, qui est de mettre en avant l'écriture collective, les pratiques justement démocratiques d'écriture, le fait que la littérature soit quelque chose d'appropriable à tous les niveaux. Et ça a aussi une longue histoire. Donc toi tu as rappelé voilà ces pratiques de poètes ouvriers en 1848. Il y a les comités étudiants écrivains en mai 68 qui étaient des comités où tu avais des grands écrivains, philosophes, etc. qui ont décidé de produire des tracts sans les signer, c'est-à-dire de ne pas utiliser leur légitimité d'auteur en s'engageant dans les luttes sociales. Tu as évidemment les surréalistes qui disaient tous artistes, on va inventer des protocoles d'écriture, les cadavres exquis, l'écriture automatique, etc. Pour justement permettre à tout le monde de se saisir de l'écriture et de la création. Donc tu as ça. Et puis l'autre aspect, parce que en fait dans les noms, les œuvres que j'ai citées moi dans ma contribution, ce sont quand même des noms d'auteurs et d'autrices. Et donc ça c'est l'autre versant, c'est-à-dire mettre en avant des auteurs, mais qui ne soient pas la même figure de l'auteur occidental, blanc, homme, mais au contraire de voir que des grands auteurs, il y en a en fait qui émergent dans toutes les régions du monde, donc de toute nationalité, de toute ethnie, langue, etc. Et aussi de tout genre. Et ça, c'est évidemment une dimension très importante. Bon, moi, je suis prof de lettres et la plupart de mes étudiants, en fait, c'est des étudiantes. Et donc, elles, évidemment, c'est très... disons, c'est quelque chose à quoi elles sont très sensibles, le fait qu'on ne transmette pas uniquement des œuvres d'auteurs, mais aussi d'autrices. Et puis, pas uniquement d'auteurs et d'autrices occidentaux, mais aussi qu'on soit ouvert à toutes les littératures du monde pour aussi donner cette dignité octoriale à d'autres sphères culturelles, d'autres sphères linguistiques. Donc voilà, en fait dans cette figure de l'auteur, il faut aussi la réinvestir avec ces figures plurielles, disons-le comme ça, en plus de ce que tu as évoqué, justement de défaire la figure d'auteur et défaire ce monopole des auteurs, des grands auteurs sur la création littéraire. Donc, voilà. Merci pour répondre aux autres questions sur le renoncement à la posture hégémonique. Ça m'a fait penser aux socialistes et aux écologistes immédiatement. Je veux vous dire pourquoi, parce que j'ai bien souvent entendu à l'Assemblée nationale, notamment après 2022, mes collègues des autres groupes politiques de gauche expliquaient qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une dissolution, parce que sinon c'est une catastrophe, ce serait la montée inéluctable du Rassemblement national, et qu'il valait mieux rester tranquille, attendre patiemment la fois d'après, et qu'il fallait mieux conserver grosso modo son siège au chaud. Et donc beaucoup des stratégies qui sont aujourd'hui pensées et proposées par des organisations politiques de gauche ont intériorisé un rapport de faible au fort, et donc du coup de force du Rassemblement national ou de la droite ou même des libéraux et d'Emmanuel Macron, et de se dire on va essayer de sauver les miettes, et donc à ne plus se penser comme dans une stratégie électorale de conquête. Et ça, c'était pour moi très, très frappant. Quand les socialistes négocient avec nous l'accord du nouveau Front populaire, le fait qu'il veuille absolument 200 circonscriptions de plus que la fois d'avant, que de l'accord de la nouvelle Union populaire, c'est pas juste pour avoir plus de circonscriptions en soi, c'est parce qu'ils pensent qu'on va perdre les élections législatives.
et qu'il vaut mieux en avoir 200 pour espérer encore avoir une trentaine ou une quarantaine de députés, c'est-à-dire retrouver à peu près le même nombre de députés. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais pensé qu'on puisse gagner les élections législatives. Enfin, je veux dire, et vous l'avez sans doute remarqué, puisqu'ils ont passé toute une bonne partie de la campagne, de cette campagne express, à ne pas faire campagne conjointement avec le reste du Nouveau Front Populaire, et à faire campagne sur la base du programme et du document électoral que nous avions co-signé, les uns et les autres se justifiant à la télé que finalement on n'allait peut-être pas pouvoir le mettre en œuvre, etc. Donc tout ça, en fait, ça infuse dans la tête des gens, y compris dans les gens qui sont censés eux représenter des segments de la société qui se représentent dans le Parti Socialiste, dans l'Europe Écologie Les Verts, dans le Parti Communiste Français. Et donc nous, effectivement, on a deux fois plus de travail. C'est-à-dire qu'on doit donner du courage, on doit se donner du courage à nous-mêmes. Bon, ça va assez vite. Ça a été dit, des groupes militants qui sont assez énergiques et une volonté de transformer les choses assez forte. Mais en plus, on doit donner du courage aux autres de gauche qui sont pessimistes et affronter en face une extrême droite comme ici à Calais qui est pour l'instant hégémonique électoralement. N'empêche que c'est bien en ayant cette perspective et en assumant de dire qu'on est dans une stratégie de conquête du pouvoir qu'on arrive à avancer et qu'on reste sur des convictions ancrées et qu'on avance d'un scrutin à l'autre, un pas à la fois derrière. Et ça me semble extrêmement important de se vivre en tant que tel. Nous, on a toujours conçu à l'Assemblée nationale, mais même avant ça, avant d'y être, parce que moi, ça fait quand même longtemps que je milite à la fois au départ au Parti de gauche, puis ensuite à la France Insoumise. Quand on rédige le programme en 2012, on le fait comme si on allait gagner l'élection présidentielle. On ne le fait pas pour faire 10%. Pourtant, on fait 11, enfin, aujourd'hui, il fait 11%. Quand on le rédige ensuite en 2017, et moi je rédige la partie sur la sécurité pour le livret thématique en question dès 2016, quand je le rédige, je me dis pas, je vais essayer de parler aux policiers et aux gendarmes qui pourraient être d'accord avec nous, en vue qu'ils votent pour nous. C'est pas comme ça qu'on le rédige. On le rédige en disant, et si demain on gouverne le pays, si je suis ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que je fais concrètement? Qu'est-ce qu'il faut changer pour atteindre les objectifs politiques globaux qu'on poursuit? C'est comme ça qu'on le rédige. Après, les gens, ils se retrouvent dedans, ils se retrouvent pas dedans, etc. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de convaincre. Si on raisonne en part de marché électoral, on est mort, c'est terminé. On reste à la maison, on prend ce qu'on a là, on est content, on s'en satisfait et surtout on perd à la fin. Donc il faut bien aller convaincre. Le livre, c'est une invitation, encore une fois, à convaincre, mais à convaincre avec lucidité. J'en viens à l'intervention de l'autre camarade sur les opportunités qu'on a pour démasquer le programme du Rassemblement national, le comportement, en tout cas les actes posés par le Rassemblement national. Ma conviction profonde, et je pense que je ne serai pas démenti par la science a posteriori, et pour l'instant je ne l'ai pas été, mais c'est que quand on a fait, par exemple, je prends une autre campagne, plus que Macron dégage, Macron destitution. On a fait cette campagne sur la destitution. Vous savez que ça a été très bien reçu sur les marchés, dans les porte-à-porte, etc. Notamment dans les endroits où il y a des députés du Rassemblement national ou des villes à forte dominante du Rassemblement national. Parce que c'est le côté dégagiste du Rassemblement national qui était piqué au vif puisqu'ils étaient jugés comme étant finalement complices ne votant pas la destitution que nous avions proposée à l'Assemblée nationale. Néanmoins, je ne crois pas sincèrement que cette campagne fasse que des gens qui votaient Rassemblement national vont massivement demain voter pour la France insoumise. Sur ce seul critère de dégager Macron. C'est-à-dire que la sociologie électorale, la science électorale nous a fait la démonstration que dans les déterminants du vote, le fait de vouloir dégager Macron n'était pas le déterminant le plus central. Il joue, il participe de ça, évidemment. Mais c'est pas ça le déterminant le plus central. Par contre, c'est sans doute un potentiel facteur de démobilisation de l'électorat du Rassemblement national. Et quand vous êtes dans une bataille électorale, le fait de démobiliser l'électorat de votre adversaire, c'est-à-dire qu'il y ait moins de gens qui votent pour le Rassemblement national et qui aillent peut-être s'abstenir en étant dégoûtés du Rassemblement national, eh ben ça nous intéresse aussi dans la bataille électorale. Et que ce soit aussi un facteur de mobilisation des nôtres. C'est quand même ça aussi l'enjeu politique. Donc c'est pour ça que ces campagnes, elles sont utiles, elles sont efficaces, et elles sont efficaces aussi en redonnant du courage à ceux qui veulent dégager Macron, qui se sont abstenus les fois précédentes, et qui pensent que la politique, ça ne sert à rien.
puisqu'on les remobilise en leur disant mais si vous voyez bien que ça sert à quelque chose, parce que si vous aviez participé au jeu électoral, à la bataille électorale, vous auriez pu vous doter d'autres représentants et ça aurait pu avoir la capacité concrète de vous débarrasser d'Emmanuel Macron parce que vous le détestez, parce qu'il n'a pas augmenté le SMIC, parce qu'il a fait la retraite à 64 ans, parce que, etc., sur des facteurs de mobilisation qui sont des déterminants du vote de gauche. Ok ? Donc je crois que c'est ça l'enjeu, encore une fois, aussi des batailles qu'on a devant nous. Parce que, effectivement, le Rassemblement national, ils sont, avec leur stratégie, leur électorat, pardon, pas leur stratégie, mais leur électorat qui est transclasse, est obligé d'être sur une ligne de crête permanente. Il est obligé de jouer sur plusieurs tableaux en permanence. Donc c'est aussi, effectivement, notre responsabilité de les démasquer chaque fois que c'est possible. On l'a fait, par exemple, sur la TVA qui a été modifiée pour les auto-entrepreneurs. Quand même, le petit patronat et les auto-entrepreneurs, c'est quand même le cœur de cible à la fois du bloc libéral, des macronistes, etc., mais aussi du cœur historique quand même de ce qui a fait le Rassemblement national, le Front national avec Jean-Marie Le Pen à une époque précédente et antérieure. Et pourtant, c'est nous qui avons pointé du doigt cette injustice qui est toujours en cours d'ailleurs. En ce moment, on a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale, on essaie de la faire voter et ça les coince, ça les met en difficulté et dans l'embarras. Et oui, il faut faire ces choses-là pour les démasquer le plus souvent possible. Mais nous ne croyons pas que demain, des hordes d'auto-entrepreneurs se disent « Ah, je vais voter France Insoumise et que nous allons ainsi gagner les élections ». Des hordes, non. Une partie substantielle quand même, parce que dans les auto-entrepreneurs d'aujourd'hui, évidemment, il y a une grande partie du précariat qui s'est reconfiguré là-dedans et des gens qui sont évidemment, qui ont toutes les caractéristiques sociales et sociologiques pour voter pour la France Insoumise et pour le Bloc populaire, évidemment. Mais ce sont surtout des gens à qui on va redonner du courage en disant regardez, vous avez une représentation politique, regardez, venez participer à la bataille électorale, c'est par ici que ça se passe, vous pouvez changer l'avenir du pays et votre destin individuel par-delà même en modifiant les choix politiques qui seront faits dans le pays. Donc vraiment ne pas se tromper sur la portée et les perspectives de ce qu'on fait dans ces moments-là, mais le faire avec encore une fois conscience et détermination. Et si on arrive à faire basculer des gens qui avaient voté Rassemblement national parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur moyen de dégager Macron, je pense qu'il y en a, parce que comme je vous l'ai dit, dans les dynamiques électorales, des tas de gens pensent que la force va à la force. Donc il doit y avoir un bonus, un supplément pour le Rassemblement national parce qu'ils ont franchi un seuil, ils ont franchi un cap qui les rend potentiellement en capacité de gouverner le pays. Ce qui est le cas, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut analyser qu'une partie des catégories professionnelles supérieures commence à basculer et à s'afficher ouvertement du côté du Rassemblement national. Des cadres sup, des énarques, etc. Parce qu'ils voient que demain, ça peut être eux qui remplacent la droite traditionnelle, qui dirigent le pays, qui veulent en être. Et demain, si c'est les LR qui reprennent du poil de la bête, eh ben, ils iront voir les LR. Donc bien sûr que vous avez une partie de l'électorat, mais ça, c'est pas ça l'objectif initial de la cible. L'objectif initial qu'on a, c'est de rassembler notre camp social qui est sociologiquement, encore une fois, majoritaire dans le pays. Je veux dire, voilà, les employés, les ouvriers, les jeunes, les gens précaires, les gens qui sont en dessous de 4 000 € par mois par tête de pipe, pour faire rapide. Je dis pas que ceux qui font plus de 4 000 doivent pas voter pour nous, sinon je voterai plus pour moi-même, parce que vous connaissez l'indemnité de député, elle est un peu supérieure. Mais en tout cas, on sait que c'est ça le cœur de cible et que ça fait plus de 50%. C'est pourquoi on a la conviction profonde qu'on peut à la fois passer le premier tour, mais aussi gagner le deuxième. Et que les sondages d'opinion qui sont faits aujourd'hui sur un entre-deux tours, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qui donne Marine Le Pen ou Jordan Bardella gagnant loin devant Jean-Luc Mélenchon, ne tiennent pas compte d'une chose, les dynamiques politiques et électorales. Voilà, les dynamiques humaines dans le cadre de campagne électorale. On l'a vu déjà nous par le passé, et moi je dois mon élection, comme beaucoup d'autres collègues en 2017, parmi les 17 députés, à une énigme d'entre-deux tours. Je veux dire, si vous regardez mathématiquement, je suis pas censé gagner le deuxième tour comme je l'ai gagné en 2017. C'est bien parce qu'il s'est passé un truc et que des gens qui n'étaient pas venus au premier tour se sont dit « Ah, ben, il est qualifié. Pour une fois, ils y sont. » Bon, bah ok, je vais me bouger. Et puis des gens qui ont dit « Allez, vas-y, viens voter. Tu vois bien que là, ça peut le faire, on peut gagner, quoi. » Et je rêverais qu'un jour, il y ait des sociologues qui s'intéressent à cet entre-deux tours dans nos circonscriptions, parce que j'ai bien vu que dans les listes d'émargement, il y avait une part anormale de gens du premier tour qui
enfin de gens du deuxième tour qui n'étaient pas venus au premier tour, du gens du premier tour qui n'étaient pas venus au deuxième tour, qui avaient une participation en fait similaire, mais un chassé-croisé dans des proportions plus importantes que d'habitude. Et je pense que on tient notre élection à ça. Et donc, et ça tient de dynamique politique. Pareil, je suis désolé, mais la victoire, le fait d'être en tête, que le NFP, le Nouveau Front Populaire, ait été en tête au deuxième tour des législatives, n'était pas inscrit mécaniquement dans le premier tour. Hein. Si vous faites juste de la mathématique, on n'était pas censé faire le score qu'on a fait au deuxième tour. C'est bien qu'il y a des dynamiques électorales et que le fait que le résultat, à un moment donné, soit connu, change le comportement électoral des gens. Et que le discours qu'on tient et la capacité de « on peut gagner, ça peut le faire » ou la peur que les autres puissent gagner sont aussi des moteurs de l'action et de la mobilisation. Donc il faut aussi qu'on en tienne compte évidemment dans notre capacité, dans notre manière de militer. Et c'est aussi pour ça que vous avez ce ressenti-là sur le terrain, sur ces affiches Macron dégage, etc., qui peuvent mieux fonctionner que d'autres matériels militants, ici à Calais par exemple. Et si ça fonctionne mieux ce matériel militant, mais allez-y, quoi, faites-le. Faites-le. C'est à vous aussi d'avoir la finesse d'analyse, de choisir les batailles que vous pensez être les plus efficaces, le matériel militant que vous pensez être le plus efficace pour agréger des dynamiques politiques, des nouvelles personnes et décourager l'adversaire. Alors, j'avais une question dans le fond, ici. Merci. Oui, je voulais pas intervenir juste après Jérémy, ça aurait été abusé. Donc, ma question est la suivante. Vincent, ou peut-être le collectif de rédaction qui a été rassemblé par l'Institut La Boétie, quelle est votre position sur la thèse de Michel Feher qui consiste à dire que l'ascension de l'extrême droite repose sur un imaginaire, que cet imaginaire, là je le restitue avec mes propres mots, est finalement un imaginaire hautement moral, dans le sens où s'il y a des dysfonctionnements dans la société, s'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des gens mauvais, des gens qui se comportent mal, il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui profitent du système, il y a des gens cupides, etc. Voilà, quelle est votre position sur cette thèse-là ? Une deuxième intervention tout de suite pour grouper. Oui, bonjour. J'ai entendu parler tout à l'heure de maillage territorial. Alors effectivement, la fonction publique territoriale donc en fait partie. Il y a un énorme malaise dans la fonction publique territoriale. Et ce qu'on voit, la gestion des différentes mairies, des différentes couleurs politiques, aujourd'hui, elles se ressemblent quasiment toutes. C'est-à-dire que Natacha Bouchard, comment gère la ville de Calais, vous pouvez aller à Hénin-Beaumont, il le gère pareil. Autrement dit, à force d'abaisser sa culotte, on ne voit plus la différence. Donc effectivement, il faut arrêter de concéder et il faut se battre. Il faut se battre et ce qu'attendent beaucoup les travailleurs, parce qu'il y a un énorme malaise dans la fonction publique territoriale. Moi, par semaine, j'ai presque un appel d'un agent qui me dit « je veux démissionner, comment on fait ?» Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Ce qui s'est passé entre eux, on a instauré le féodalisme local, par le biais de la décentralisation. Des maires qui ont tout pouvoir. Des maires à qui on dit vous pouvez faire ce que vous voulez, on ferme les yeux. Et ça, c'est l'État. Donc il faut rétablir, et ça j'aimerais bien qu'un député le dise, le contrôle de l'État. Ce qu'on a besoin, c'est pas de décentralisation, nous les fonctionnaires territoriaux et les habitants des collectivités locales, c'est de centralisation. On a besoin d'être défendus, comme les populations, les travailleurs de la fonction publique territoriale ont besoin d'être défendus. Et c'est sûrement pas les roitelets locaux qui vont le faire. Pour eux, c'est devenu une tirelire dans la majorité des cas. Excusez-moi d'un peu généraliser, mais je vous parle d'un ras-le-bol général. Voilà. Je vous laisse répondre. Ouais, ce sera très rapide. Sur cette question des imaginaires, c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment. Il faut construire des nouveaux imaginaires, il faut construire des nouveaux discours, etc. Bon, moi je ne vais pas te cacher, dans mon cas, je pense que c'est le cas de beaucoup des contributeurs, des gens qui animent l'Institut La Boétie. Moi je suis un marxiste. Les imaginaires et les discours, évidemment que ça a son importance, mais tu ne peux pas faire fleurir, faire circuler des imaginaires sur du sable. En fait, les imaginaires et les discours, ils circulent parmi des gens qui ont une certaine position sociale, qui ont des intérêts matériels très concrets. Et par conséquent, en fait, je crois que j'ai l'impression que ça avait été... disons que
les analyses en termes qui mettaient vachement en avant les imaginaires, les discours, les récits, etc., la bataille culturelle, ça, on en a énormément entendu parler, et qui mettaient ça devant les questions sociologiques et les questions de classe sociale. Je crois heureusement que c'est une grille d'analyse qui est en reflux. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'à mon avis, on n'aboutit pas à grand-chose avec ça, à part une espèce de populisme un peu mou et des programmes un peu flottants. Je pense qu'au contraire, l'idée, et c'est pour ça que je rappelle en fait sans arrêt aussi, dès que je présente ma contribution sur les questions culturelles, j'essaie de le présenter le plus modestement possible, parce que je pense que c'est un aspect évidemment qui est important, ça fait partie de ce qui soude un collectif, mais il faut que le collectif il existe déjà. Faut que en fait quand on partage, je sais pas, des références culturelles, que ce soit des bouquins, des séries et autres, avec une certaine manière aussi de les lire, de les voir et tout ça, ça se fait à partir d'un collectif existant qui est structuré par des valeurs plus fondamentales, elles-mêmes appuyées sur certains intérêts, certaines données sociologiques, qui sont pas uniquement la classe sociale, ta position de travailleur, hein, c'est aussi avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que ton genre, ça inclut, enfin, ça détermine aussi ta position sociale, t'as la façon dont tu es racisé, etc. Ça détermine aussi, ça structure ta position sociale. Donc c'est pas juste qui est ouvrier, qui est pas ouvrier. Je pense que là, quand on fait ce genre de lecture un peu Fabien Rousselienne, désolé s'il y a des camarades du Parti communiste dans la salle, mais je pense qu'en fait on va aussi dans le mur si on essaye d'avoir ce discours classe contre classe à l'ancienne, ça ne marche pas non plus. Mais un discours à la Chantal Mouffe-Laclos, pseudo-Gramscien sur la bataille culturelle et les imaginaires, ça ne mène pas à grand-chose. Il faut savoir à qui s'adressent ces imaginaires. Voilà ce que j'aurais à en dire très rapidement. Mais je souscris plutôt à ce qui vient d'être dit sur les imaginaires, mais en tout cas, s'il faut les mobiliser, c'est pas... disons qu'il y a quelque chose qui doit... être en premier et présupposer l'autre, c'est pas l'imaginaire. C'est pas l'imaginaire qui va faire le programme politique et le fait qu'on va se positionner et se déterminer pour aller voter pour la France Insoumise. Moi, je vois plutôt la mobilisation d'imaginaire comme au service d'un programme. C'est-à-dire d'abord, on sait où on va, on sait ce qu'on propose, on sait à qui on s'adresse, et ensuite, on essaye de mobiliser, évidemment, des imaginaires qui sont au service de nos objectifs politiques. Parce que, se dire, la posture morale qui dit, les gens qui se comportent mal et que ce serait un déterminant du vote ensuite derrière, oui, c'est-à-dire que CNews nous explique qu'il y a des gens qui se comportent mal dans la société, hein. Ils sont noirs, arabes et sous OQTF, voilà. Et ensuite ils martèlent ça pour faire croire dans les imaginaires que c'est ça le sujet dominant dans la société, mais ils le martèlent par un outil de propagande et avec un programme qui au départ est un programme raciste qui vise à s'adresser à une partie de la population précaire, ouvrier ou employé, qui pense être déclassée dans la société et qui utilise cette grille de lecture, qui la mobilise ensuite derrière pour dire je vais voter pour l'Assemblée nationale pour protéger mes intérêts, parce que dans la compétition mondiale et dans le néolibéralisme où j'ai perdu cette bataille-là, je préfère encore la gagner face à ceux qui seraient racisés. Enfin, c'est comme ça que c'est en tout cas analysé par la sociologie politique et puis la science électorale derrière. Donc si nous, le sujet c'est de dire, ou l'invitation par ceux qui défendent cette thèse est de dire il faut retrouver un imaginaire où on dit que le méchant c'est celui qui accapare l'argent, genre Bernard Arnault par exemple, et que oui il y a des gens qui se comportent mal, Bernard Arnault et ses amis, pas de problème, enfin ça me va très bien, faisons-le. Et d'ailleurs on l'a fait dans nos affiches de mobilisation électorale en disant les riches votent, les racistes votent et vous, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on se garde d'une grille d'analyse simple qui fait qu'on résout tous les problèmes. C'est ça qui est intéressant dans le bouquin, c'est que vous avez
plein de points d'entrée différents qui viennent conforter une analyse globale. Et donc, et c'est ça qu'a montré aussi le programme L'Avenir en commun. Et la manière dont on l'a façonné, c'est qu'on n'a pas hiérarchisé les combats dedans. On a dit il faut mener tous les combats de front, en fait, en réalité. Et ce qui fait que tout ça fonctionne, c'est que tout se tient et qu'il y a une cohérence globale. Ce qui fait que nos adversaires, vous avez peut-être vu Mélenchon face à Duhamel récemment, vous avez un Duhamel qui finit, comme plein de gens, et même à l'Assemblée, ils finissent par dire, bon, c'est vrai qu'en tout cas, tout ce que vous racontez, les choses sont cohérentes les unes avec les autres. Voilà. Vous avez votre propre cohérence. Et oui, donc on a notre propre imaginaire de la société désirable qu'on aimerait mettre en œuvre. Donc pas besoin de le surjouer en tant que tel. Par contre, la différence qu'on a vis-à-vis de nos adversaires, c'est qu'eux ont une capacité de propagande pour diffuser leur imaginaire qui est sans commune mesure avec la nôtre. Voilà. Nous n'avons pas de chaîne de médias dominants à notre disposition dans le pays. Par contre, nous avons la force des convictions, la profondeur historique et la capacité militante qui peut faire la différence et qui, à chaque fois qu'on l'a observé, a fait la différence. Partout où on milite, on fait des meilleurs résultats que là où on milite pas. Voilà, je sais pas comment vous dire différemment les choses, mais c'est ça aussi la clé derrière. Donc il faut avoir la patience d'agréger, encore une fois, des capacités militantes, des capacités aussi de formation intellectuelle, de remettre des discours en forme et d'être soi-même des émetteurs dans ses propres réseaux sociaux, que ce soit la famille, les amis, le travail. Bon, ça c'est pour la question des imaginaires. Et sur la fonction publique territoriale, alors oui, évidemment, on est arrivé à un féodalisme local parce que c'est aussi l'aboutissement des logiques néolibérales de fonctionnement de la puissance publique. Vous connaissez peut-être pour un certain nombre la théorie du New Public Management, qui est issue des réflexions des libéraux américains des années 70 visant à réduire le plus possible l'intervention de la puissance publique pour permettre la concurrence libre et non faussée et au marché de se déployer, et de dire que la puissance publique doit s'occuper du minimum, et que pour bien dimensionner les services publics, il faut donc les rationaliser à l'extrême. Et que quand il y a un service public, quand on se dit collectivement, même chez les libéraux, qu'il faut des services publics, il faut qu'on vérifie bien que l'allocation de la ressource soit bien utilisée de la manière dont on a prévu. Tout ça aboutit dans la fonction publique territoriale à une rationalisation à outrance, y compris de la dépense publique locale, où on explique que la masse salariale, en tout cas les gens, en fait, les fonctionnaires territoriaux, c'est le problème numéro 1 des collectivités territoriales. Le problème numéro 1 des collectivités territoriales, selon les libéraux, ce sont les fonctionnaires territoriaux. Point. Et le statut de la fonction publique en tant que tel est aussi quelque chose de très problématique. D'où les lois successives et la dernière de 2019 visant à faire en sorte qu'on puisse utiliser les contrats, donc que ce soit CDI d'ailleurs ou CDD, mais aussi CDI, le plus possible et qu'on diminue le nombre de fonctionnaires sous statut qui sont vécus comme une rigidité, une emmerde et des gens qui peuvent ensuite faire grève, râler, désobéir à un ordre manifestement illégal d'un élu qui fait n'importe quoi, etc. Et donc tout ça a été sciemment organisé par l'État sous la houlette des différents gouvernements libéraux qui se sont succédés. Et ça depuis... allez, on peut mettre quand même un gros point de départ pour ce qui est de la France, en tout cas un point d'accélérateur, on va dire ça comme ça, de catalyseur d'accélérateur. Pour moi, c'est 2006 avec la mise en place de la loi organique sur les lois de finances, qui a vraiment ensuite irrigué tout le reste du fonctionnement administratif dans tout un tas de domaines, y compris la fonction publique territoriale. Ce qui fait que localement, du coup, le contrôle de l'État est devenu extrêmement pauvre. Enfin, moi, j'ai travaillé en préfecture avant, c'était pas mon boulot de faire le contrôle de légalité, mais si on parle d'un sujet de comment l'État est censé contrôler le fait que la loi s'applique de la même manière sur tout le territoire en regard du principe de subsidiarité des collectivités territoriales en disant vous maires, vous conseillers régionaux, conseillers départementaux, vous êtes les meilleurs connaisseurs de votre territoire, donc c'est vous qui allez décider de la mise en œuvre de la loi chez vous, mais c'est bien la même loi qui est censée s'appliquer partout.
la corde de rappel pour que ce soit pas le foutoir et n'importe quoi, ça s'appelle le contrôle de légalité ou le fonctionnement des juridictions administratives. Et le contrôle de légalité, aujourd'hui, ce sont les administrations qui ont été le plus sabrées dans les préfectures et les sous-préfectures depuis justement la LOLF, la mise en place de la réduction aussi de la dépense publique au sein de l'État et de ce périmètre préfecture-sous-préfecture. Il y a un rapport qui a été rendu par la Cour des comptes il y a 2 ans maintenant sur les 14 000 emplois qui ont été supprimés dans les administrations d'État déconcentrées, donc préfecture, sous-préfecture. 14 000 emplois, c'est énorme en fait, hein, sur une dizaine d'années en fait. Hein, je crois qu'ils prenaient la période ils prenaient la période 2008-2020, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc 12 ans, sur une période de 12 ans. Et en fait, le grand perdant de ces suppressions d'emplois, ce sont notamment les services de contrôle de légalité dans tout le pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les préfectures contrôlent vite fait, par échantillonnage, quelques budgets des collectivités, aidés par les chambres régionales des comptes, mais sur tous les autres actes, permis de construire, etc., c'est vraiment genre un coup de temps en temps, très 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 rarement. Donc les maires font ce qu'ils veulent en fait, en réalité. Et c'est que quand il y a une opposition locale ou les syndicats localement qui font remonter un sujet par la presse, ou etc., qui ont la capacité, la mobilisation militante de le faire, que la puissance publique va s'y intéresser. Donc on a tout fait pour que les maires deviennent des barons, et en même temps des barons sans vraiment capacité de l'être non plus, parce qu'aujourd'hui, avec la suppression de la taxe d'habitation, il ne reste plus que la taxe foncière, donc ils prennent la dotation de l'État là-dedans, et donc c'est... Enfin, je veux dire, tout ça est dramatique. Et donc, c'est clair que je ne sais pas s'il faut supprimer la décentralisation pour recentraliser, mais en tout cas, s'il faut une décentralisation, il faut que pour qu'elle soit véritable, il faut à la fois qu'on donne les moyens de cette décentralisation, donc ça peut pas être juste la taxe foncière, c'est pas possible, ou en tout cas, ou alors il faut une autre règle du jeu, y compris pour les dotations de fonctionnement des collectivités, et derrière, il faut un véritable contrôle de l'État. Sinon, c'est pas possible. Sinon, bah voilà, on se retrouve avec des situations à la fois hétérogènes du point de vue du citoyen, d'une commune à l'autre, et des possibilités pour des maires et des élus d'être des autocrates et de faire n'importe quoi, y compris du point de vue du droit, sans qu'il y ait de corde de rappel. Et je parlerai même pas des CNFPT qui ont été clairement cassés par la dernière loi de 2019 dans leur capacité, leurs moyens, pareil, de faire en sorte d'homogénéiser les droits des fonctionnaires territoriaux. Bref, tous ces sujets-là, on les connaît, on s'est battu. Moi, je me suis battu sur cette loi de 2019 et d'autres collègues aussi à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, c'est si on a une capacité militante, c'est aussi les organisations syndicales, c'est tout un tas de cadres qui aujourd'hui mériteraient d'être plus solides, plus consolidés pour mener ces batailles de grande envergure, et que nous, on puisse finalement à la fin être simplement juste les relais de ces batailles et de pas avoir à aussi les porter de toutes pièces. Mais clairement, on voit qu'il y a une corrélation, et c'est expliqué aussi dans le bouquin, mais vous le savez, l'atomisation des relations sociales dans la société par la production capitaliste a tué les corps intermédiaires méthodiquement, qui étaient notamment les organisations syndicales et un certain nombre de grandes associations, grandes structures, qui matriçaient le champ politique et qui faisaient que c'était plus simple d'être militant politique aussi et de mobiliser des segments de la société électoralement. Voilà, on est en difficulté aussi de ce point de vue-là, quoi. Y a-t-il d'autres interventions ? Après, on va boire un coup. Hein. Alors ? Non ? Merci. En tant que député, à l'Assemblée nationale, plus de 90% des lois sont issues des directives européennes. Tu l'as dit, ça fait 20 ans qu'on subit, et même un peu plus en réalité, j'emmènerai ça à 1986 même, l'acte unique, on subit une dérive libérale. Cette dérive libérale, il y a un chef d'orchestre, ça s'appelle l'Union européenne. Je trouve qu'elle est trop absente des débats, qu'on soit pour ou contre la quitter. À titre personnel, je suis pour quitter l'Union européenne, je le dis franchement, mais je trouve que le débat, on est trop absent. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Où va-t-on avec cette Union européenne ? C'est sûrement pas celle de la paix, on le voit actuellement. Une autre intervention tout de suite ? Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur un point plus politique pour ce qui concerne le Parti socialiste.
même en tant que militant de la France insoumise, je pense sérieusement que au moment de l'Union populaire et puis ensuite du MFP, il y a une erreur qui a été commise de tendre la main au Parti socialiste, qui était à l'époque en dessous de tout, si on se rappelle du score d'Anne Hidalgo à la présidentielle, 1, quelque chose. Tout le monde personne n'a oublié 2005 et puis le traité européen, et personne n'a oublié non plus les trahisons du PS, et puis notamment le strapontin donné à Macron. Je pense personnellement que à l'époque, on aurait mieux fait de laisser le PS où il était et de donner un marchepied au NPA, qui en fait n'attendait que ça, de nous rejoindre, mais à condition que le PS n'en soit pas. Pour ce qui est du NPA, Philippe Poutou est venu 2 fois à Calais et il a rempli les salles de cinéma ici. Donc il est très populaire à Calais. Et moi, c'est une grosse déception en tant que militant de la France insoumise. On voit bien le résultat. On voit bien que ça a été un échec, puisque l'attitude du PS par rapport à nous aujourd'hui prouve qu'on a perdu quand même notre temps avec eux depuis 2002. Merci. Tu veux prendre sur une partie ? Ok, bon, on va terminer là-dessus parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai tendance à être un peu trop bavard, y compris pour répondre aux questions. 90% des lois sont issues des directives européennes. Ça a pu être vrai à un moment donné, c'est plus le cas. Non, mais je le dis, si ça avait été le cas, j'aurais pu vous le dire aussi, parce que on vote beaucoup trop de lois à l'Assemblée nationale. Si on en votait moins, peut-être que le ratio de nombre de lois qui viennent de directives européennes serait plus élevé. Mais quand même, depuis 7 ans, j'ai vu assez peu de textes final dans l'année qui transcrivaient des directives européennes. J'en ai eu. Au tout début du mandat où je suis arrivé, c'est la directive sur le RGPD, vous savez, le règlement sur les données personnelles qu'on a transposé dans le droit. Il y a des textes qui sont des voitures balais au moins une fois par an. Il y a un texte où ils appellent DADU, ils appellent ça diverses adaptations au droit de l'Union européenne. Bon, c'est un petit DADUE. Donc dans le jargon, on dit ah non zut, il y a un DADU, c'est insupportable, parce qu'effectivement il y a plein de directives qui sont transposées ou de règlements qui doivent être adaptés, parce qu'il y a les deux régimes juridiques. Les règlements sont d'application immédiate, mais des fois il y a des textes de loi en vigueur qui sont pas cohérents avec les règlements en question, donc il faut faire des ajustements et des modifications. Il y a plein de trucs, il y a des trucs aujourd'hui, parce que en fait l'œuvre libérale de l'Union européenne, elle est plutôt, elle a été complétée avant que je sois élu en 2017. Je veux dire, depuis que je suis là en 2017, ils n'ont plus besoin de bouger grand-chose finalement. Donc c'est pour ça qu'il y a plus 90% des textes à l'Assemblée qui sont des transpositions de directives. Je dis pas ça parce que ce serait mieux aujourd'hui, c'est parce que l'œuvre a déjà été bien complétée et qu'il leur reste plus grand-chose à faire, et qu'ils utilisent aussi beaucoup plus. Alors c'est plus long, y compris du point de vue européen, mais la voie du règlement plus que celle de la directive, puisque ça s'applique immédiatement. Je pense notamment au dernier paquet sur l'immigration. Il y a plein de choses qui sont du niveau réglementaire, et donc du coup il n'y a pas eu besoin de changer quoi que ce soit dans le droit français. Et je vais le dire différemment, il y a plein de choses où les macronistes devancent le droit européen. Et on vote des lois, et où du coup il n'y a plus besoin de faire une transposition de la directive, puisqu'on l'a déjà adoptée avant même que la directive soit votée. Et dans bien des cas, vous savez que dans la négociation d'une directive, ou d'un règlement, mais d'une directive ça vaut aussi, le mandat que défend la France au niveau européen, c'est souvent l'état actuel du droit. C'est-à-dire que la France dit, alors c'est quoi notre droit en vigueur en la matière sur le sujet, et on va aller défendre ça au niveau européen. J'en veux pour preuve ce qui s'était passé sur la question sur les lanceurs d'alerte. Là, c'est le seul texte de la France insoumise qui transpose une directive européenne. J'ai fait une proposition de loi
pour transposer une directive européenne. Oui, j'ai fait ça parce que c'était un texte qui allait dans le bon sens pour défendre les lanceurs d'alerte. Il y en a trop peu, hein, mais ça arrive, donc on l'a fait justement aussi pour faire un pied de nez à nos adversaires politiques. Et il se trouve que la France, dans son circuit sur les lanceurs d'alerte qu'elle avait adopté par les lois Sapin et la loi Sapin 2, prévoyait que pour être lanceur d'alerte, il fallait d'abord avoir averti sa hiérarchie en interne pour ensuite, si on faisait un signalement externe, être reconnu comme lanceur d'alerte. Si vous n'aviez pas prévenu votre hiérarchie en interne d'une alerte, d'un truc qui était grave, etc., vous ne pouviez pas de toute façon avoir le statut de lanceur d'alerte. Ce qui est quand même un peu bizarre, parce que si on est lanceur d'alerte, souvent c'est parce que ça va pas trop avec sa hiérarchie. Enfin, vous voyez le problème immédiatement. Et d'autres pays européens, la plupart des pays européens n'étaient pas pour maintenir le fait qu'on soit obligé de passer par la hiérarchie. Mais la France, quand elle allait défendre au niveau européen ce qu'il fallait faire dans cette directive, comme elle avait déjà une législation sur les lanceurs d'alerte, ce qui n'était pas le cas de la plupart des pays européens. La plupart des pays européens n'avaient pas de législation sur les lanceurs d'alerte. Il n'y avait rien. C'est pas qu'il y avait autre chose, c'est qu'il n'y avait rien. Donc nous, la France, on a défendu qu'il fallait pas qu'il fallait absolument prévenir le supérieur hiérarchique pour qu'on soit pas obligé de changer notre loi. Ok ? C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Donc, dans bien des cas, il n'y a pas besoin de changer. La dernière loi immigration qu'a fait voter Darmanin, vous savez, quand il était encore ministre de l'Intérieur, en faisant voter les propositions du RN, en espérant que le Conseil constitutionnel les censure. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode un peu douloureux pour les droits humains, évidemment, et même pour le Conseil constitutionnel. En réalité, il devançait largement toute la partie directive du paquet immigration qui était discuté au niveau européen. Ensuite, pour d'ailleurs faire en sorte que ce soit ça le mandat de la France pour discuter sur ce paquet, sur ces directives. Donc c'est pas là où je veux en venir, c'est qu'il faut pas dédouaner les dirigeants politiques libéraux et même ceux d'extrême droite de leurs responsabilités, comme s'il y avait l'Union européenne aussi, des trucs qui nous tombaient en dessous, de gens qui étaient là en mode « Ah zut, on n'a pas le choix, on est coincé, on peut pas faire autrement », alors qu'ils ont été acteurs, moteurs de ce qui est censé nous tomber verticalement. Et surtout quand la France dit un truc, vous avez vu Bruno Le Maire quand il a voulu dire « Ah nous on va mettre des taxes bien avant que l'Union européenne le veuille, et puis s'il faut désobéir, on désobéira », ou Macron sur le marché de l'énergie, de l'électricité notamment, quand les prix s'emballaient du fait de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, quand il s'est agi de désobéir, là ça n'a pas posé de problème, il n'a pas fallu réunir beaucoup de gens, et quand la France tape du poing sur la table, la ligne elle bouge. Donc vraiment, attention à ce truc de 90% vient de l'Union européenne, etc., qui dédouane en fait la responsabilité politique des dirigeants français dans tout ça. Non, mais je dis pas que c'est votre intention, hein. Je dis juste que c'est souvent c'est vécu et perçu comme ça, et eux l'utilisent dans leur communication politique à la télé. Quand Macron rendait compte, il dit « Ah mais oui, mais vous comprenez, l'Union européenne c'est plus compliqué, moi je peux pas tout faire tout seul, etc. » Donc vraiment, alors que c'est eux les principaux responsables. Ça me semble déterminant et important. Après, sur le constat que l'Union européenne est libérale est un problème, ne met pas de protectionnisme aux frontières, ni même de l'Union européenne, que c'est ça qui nous met dans la sauce pour ArcelorMittal et qui fait qu'il y a 600 destructions d'emplois et qu'il y en aura bien plus dans le pays, parce que sans doute que tout ArcelorMittal finira par partir, c'est ce qui est le plus probable. Donc je crois qu'ils sont pas mal, près de 15 000 emplois en tout cas en France. Oui, bien sûr, 1000%. Je rappelle que dans notre programme politique, on est pour désobéir à tout ce qui va contre les intérêts de la France et pour créer du rapport de force, pour avoir d'autres règles européennes qui soient plus protectrices, qui soient pour l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, etc. Et que si c'est pas possible, on en tirera les conséquences en tant que telles, mais on est pour mener le rapport de force. Parce qu'à la fin, si vous ne menez même pas le rapport de force, que vous auto-excluez directement, c'est aussi à votre détriment, que ce soit à court terme et à moyen terme ou à long terme. On voit là la difficulté dans laquelle se trouve le Royaume-Uni, qui a certes tiré son épingle du jeu sur certains aspects en partant de l'Union européenne, mais qui au global finit par être quand même en difficulté économiquement, même pour les libéraux sur place qui défendaient la sortie de l'Union européenne. Je close ce sujet-là européen. Mais pour dire aussi que quand même il y a un besoin d'international de gauche, d'avoir des programmes de rupture, de céder entre organisations alliées, et que on avait commencé à faire des trucs et que c'est pas si évident que ça.
Voilà, c'est pas si évident que ça, mais ça reste des perspectives de développement qui sont importantes et nécessaires. Et on peut remercier nos camarades au Parlement européen de faire ce travail-là avec conscience, détermination et conviction. Parce que la France, y compris la gauche française, et ce que nous on raconte, pèse au niveau des gauches européennes. On est la seule gauche radicale de rupture à avoir des niveaux électoraux comme celle-là, quoi. En France, mais même dans le monde, globalement, on n'est pas trop mal non plus. Et donc, il ne faut pas qu'on oublie que ce qu'on fait est regardé aussi par nos voisins à l'international et source d'inspiration pour les autres. Et je terminerai en disant, bon, le Parti Socialiste, est-ce qu'on a bien fait, mal fait on l'a fait, voilà. Donc moi je suis pas pour qu'on s'auto-flagelle ou qu'on se fasse du mal, trop du mal à posteriori, mais pour regarder les choses froidement et lucidement. Alors la difficulté dans ces cas de figure-là, c'est que moi j'aimerais bien qu'on ait 2 planètes à notre disposition ou 2 France et qu'on fasse scénario A, scénario B, qu'on compare ce qui est le mieux. La difficulté, c'est que c'est pas possible, évidemment. Moi j'étais parti de en tout cas quand on était 17 pour faire la nouvelle Union populaire écologique et sociale à ce moment-là, après les 22% de Jean-Luc, qui étaient dubitatifs quant au fait qu'on fasse cette nouvelle Union populaire écologique et sociale avec les socialistes. Bon, j'étais dubitatif, mais les camarades m'ont convaincu en me disant, mais Hugo, en fait, bon, il y a 2 scénarios. En gros, on peut se le figurer comme ça. Soit on fait aller 60, 70 députés à nous tout seuls. On fait pas d'accord avec les autres. Et du coup, il y aura toujours pas de groupe écologiste à l'Assemblée, plus de groupe ou un tout petit groupe socialiste à l'Assemblée, quelques survivants voilà, au milieu de tout ça, et quasiment pas au plus de groupe communiste à l'Assemblée. Et du coup, on sera le seul groupe de gauche à l'Assemblée, mais on sera que 70 sur 577. Donc ça veut dire, en face de nous, 500 libéraux et fachos. Par voie de conséquence. Soit on fait un accord électoral, on sera d'ailleurs je dis 70 à nous tout seuls, je suis trop sympa, j'ai 50 insoumis à nous tout seuls, mais on sera la seule gauche dans l'hémicycle. Soit on fait un accord électoral, on sera nous un peu plus, 70, 80, 90, et les écolos auront un groupe, seront une trentaine, les socialistes seront toujours là une trentaine, les communistes seront là et les ultramarins une vingtaine, et ce qui nous fait les 150 de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ce qui s'est passé, alors on était 70 dans la moitié de ce bloc là déjà la fois dernière. Et donc à 170, on est en capacité de aussi donner du courage dans le pays, de se dire ils sont pas ridicules à l'Assemblée, ils sont pas, parce que moi j'ai vécu le monde à 17 seul contre tous. Il n'y avait pas de groupe écolo, les communistes étaient là mais pas très nombreux et pas toujours. Globalement, on faisait les choses ensemble, mais c'était pas forcément toujours aussi facile qu'on veut bien le croire. Et jamais avec les socialistes qui faisaient leur truc. De toute façon, ils venaient d'être laminés par leur défaite, et donc c'était très compliqué pour eux. Donc on aurait pu se dire sauf que faut le vivre quand vous êtes que 17 et que vous faites 100% de vos propositions, il n'y en a aucune qui passe, vous êtes que sur la fonction tribunicienne, et du coup à un moment donné pour les gens c'est aussi compliqué de se dire faut qu'on engrange des victoires, quoi. Faut qu'on ait du rapport de force. Est-ce qu'on a bien fait? Je sais pas. Ensuite, on a fait le nouveau Front Populaire. On est arrivé numéro 1 aux dernières élections législatives. Au global. Macron, et du coup, par voie de conséquence, si on est ce nombre-là, il y en a moins pour les fachos et moins pour les libéraux. Surtout moins pour les libéraux, pour le bloc central. Mettant Macron dans une difficulté extraordinaire, l'obligeant à dissoudre, l'empêchant de faire passer un certain nombre de textes de loi. Certes, il a fait la retraite en force avec son 49.3, etc. Mais on voit les conséquences politiques et la déliquescence du bloc central. Donc, est-ce que sur le temps long, on a bien fait ou mal fait? L'histoire en jugera, on verra pour la suite. Ce que je sais, effectivement, c'est que le NPA ne voulait pas participer à l'alliance électorale s'il y avait encore le Parti Socialiste qui était là. Mais si on n'avait pas fait avec le Parti Socialiste, il est très probable que le nouveau Front Populaire ne serait pas arrivé en tête des élections législatives. On aurait fait chacun des scores intéressants, on aurait eu chacun des groupes politiques, mais on ne serait pas arrivé en tête. Donc il y aurait eu en tête le Rassemblement national. C'est pas la même histoire qui se serait racontée dans le pays. Vous en doutez bien. Voilà. Donc c'est ça la difficulté dans laquelle on se trouve dans ce genre de séquence et dans ce genre de moments politiques. Et donc il y a aussi des phases où on doit se confronter au réel. Tout le monde doit
refaire une piqûre de rappel de ce qu'est visiblement et de ce que fait parfois le Parti socialiste, pour aussi continuer à modifier, à ancrer les rapports de force au sein de la gauche, pour faire en sorte que définitivement, s'ils sont avec nous, ce soit en complément et pas en position centrale et en position de faire planter et de faire capoter tout le dispositif et tout l'alliance, quoi. Voilà. Et je pense qu'on est dans ce moment politique là particulier. Je ne sais pas si Macron va dissoudre à nouveau. En tout cas, il y a beaucoup d'indices qui montrent que c'est une possibilité, évidemment, qu'il y ait à nouveau une dissolution. Et je suis curieux de voir si on nous insulterait autant après que Macron ait à nouveau appuyé à gauche, je veux dire, à nouveau appuyé sur le bouton de la dissolution. Peut-être que certains redeviendraient tout à fait sympathiques et auraient très envie de discuter avec la France Insoumise, ou alors ils porteraient la stratégie eux-mêmes de la terre brûlée et de dire ok, vous voulez que le Rassemblement national ait la majorité relative un an avant la présidentielle de 2027, c'est une possibilité aussi, hein. Ils peuvent aussi jouer cette politique de la terre brûlée en lien avec les libéraux et d'assumer leur stratégie, mais à ce moment-là, au moins tout le monde la clarification aura été opérée de leur responsabilité et de leurs faits, et chacun pourra en tirer les conséquences, y compris électorales derrière. En tout cas, je crois que personne ne nous fait le procès, nous, aux Insoumis, d'avoir trahi la parole politique et le programme politique sur lequel on s'est engagé. Que les faits, c'est leur problème, mais pas nous. Ça, c'est à notre honneur, et c'est aussi notre fierté et ma fierté. Merci, en tout cas.